Voir sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Dikondi pour un quart d'heure dans nos débats politiques. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble, réglons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différents plateformes numériques. Chers téléspectateurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir au compte de ce tout premier numéro de la saison 2 de l'émission Oroya Politique. Vous le savez, l'émission Oroya Politique, c'est une émission qui vous met au bain de l'actualité sociopolitique et administrative de notre pays. C'est tous les jeudis à partir de 17h sur l'ensemble de nos différentes plateformes digitales, sur la chaîne YouTube et sur le site www.oroya.net.gn. Alors, nous entamons la saison 2 ici au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, avec comme invité Monsieur le ministre Alpha Souma. Il est donc notre invité dans ce tout premier numéro de la saison 2 de l'émission Oroya Politique. Avec lui, plusieurs sujets vous seront développés, notamment celui de la suspension de la Guinée au sein de l'Organisation mondiale du tourisme et les réformes engagées au sein de ce grand département en cette période de transition. Merci de votre fidélité au quotidien national Oroya. C'est parti pour un quart d'heure d'émission. Bienvenue. Ensemble, réglons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différents plateformes numériques. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous aussi d'être là. Alors, monsieur le ministre, avant de commencer, un petit mot sur le quotidien national Oroya. C'est quand même enchanteur de voir que Oroya renaît de ses cendres, parce que ce quotidien, qui est d'ailleurs le seul quotidien chez nous, avait complètement égaré le champ médiatique. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une nouvelle offensive, ces équipes sont rajeunies, féminisées, il y a une nouvelle compréhension du traitement de l'information. C'est un média d'État, mais aujourd'hui, Oroya a tendance à faire concurrence avec le média privé. Je pense que c'est un très bon signe. Merci. Alors, monsieur le ministre, depuis votre arrivée à la tête de ce département, quels sont les actes phares que vous avez réalisés dans le cadre de l'émancipation de la culture, du tourisme et de l'artisanat en Guinée durant ces dernières années? Merci. Si on se met à parler de tout cela, je pense qu'on a toute la journée de causerie, mais je vais essayer d'être bref. Vous savez, le département de la culture, du tourisme et de l'artisanat, comme on le dit aujourd'hui, était d'abord deux départements. Les deux départements séparés. Il y avait la culture et le patrimoine historique. Et puis de l'autre côté, vous aviez le tourisme et l'artisanat. Bon, je pense que les autorités de la transition ont jugé utile de combiner ces trois secteurs parce que pour eux, ça doit s'emboîter et ça doit créer une articulation. Ceux qui parlent de culture parlent implicitement de l'artisanat et qui parlent de l'artisanat parlent implicitement du tourisme. Raison pour laquelle il y a eu donc ce département. Donc nous avons commencé déjà, quand nous sommes arrivés, à travailler sur le texte d'attribution de ce département. Comment va être découpé le département en direction générale, direction nationale, des divisions, etc. Donc, comme la plupart des départements qui ont été créés, nous avons travaillé sur ce texte. Une fois ce texte fait, nous avons fait un constat que la plupart des directions qui existent dans ces différents départements n'ont pas de texte. N'ont pas de texte harmonisé, n'ont pas de texte qui répond aux normes aujourd'hui, que ce soit la culture, le tourisme ou l'artisanat. Donc notre première action a été de travailler sur l'aspect texte réglementaire. Et c'est ainsi que nous avons commencé à travailler sur les statuts des différentes directions. Nous en avons, je crois, 9 européens. Et que ce soit l'agence de spectacle, que ce soit l'Office national du cinéma, que ce soit le Fonds d'aide au développement de la culture et des arts, l'Office national de l'artisanat ou l'Office national pour la promotion du tourisme. Toutes ces directions-là, il fallait faire des textes, des statuts. Donc nous avons commencé par ça. Ça nous a pris à peu près 6 mois de travail. Et Dieu merci, aujourd'hui, tous ces décrets sont passés et les directeurs ont été nommés. Et ces directions-là, que ce soit nationales ou générales, peuvent fonctionner normalement selon les besoins du terrain. Ensuite, il y a eu d'autres formes, d'autres structurelles, d'autres fonctionnelles. Nous avons cherché à meubler ces différentes directions. Nous avons trouvé déjà au département que les directions, il n'y avait que le directeur et son adjoint.
c'est-à-dire les divisions, les sections, il y avait des gens peut-être juste pour la forme, mais n'étaient pas nommés. Donc nous avons commencé cette réforme-là du Conakry jusqu'à Zéro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le BSD avec son directeur et avec son adjoint et le divisionnaire. Vous avez la direction, les 3 directions nationales, culture, tourisme et artisanat. À l'intérieur, les structures déconcentrées, décentralisées, vous les trouverez, tout est meublé, tous les directeurs préfectoraux sont nommés, les inspecteurs régionaux sont nommés par décret. Donc aujourd'hui, on est outillé et on a les ressources humaines nécessaires pour travailler. Mais une fois qu'on a fini cela, maintenant on s'attaque aux vrais problèmes. Comme au niveau, par exemple, de l'Office national du tourisme, comment le remettre dans son cadre pour qu'il puisse faire la promotion et la visibilité sur la ville. Il y a eu une réforme aussi. L'Office qui était EPIC est passé d'EPIC à SA. Aujourd'hui, ils peuvent lever des gros capitaux. Le capital a été libéré et vous allez voir bientôt le deuxième lancement de la saison touristique. Ils travaillent sur l'inventaire des sites touristiques. Et idem pour l'artisanat, où une nouvelle directrice a été nommée. Nous avons rétabli le contact et approfondi les rencontres avec les structures fêtières comme la FENAC, l'Association nationale des artisans. Et nous participons à des forats, des rencontres. Nous organisons nous-mêmes des expositions. Voilà, et la culture, c'est pareil, nous sommes sur les réformes. Il y a eu de très grandes réformes. En ce sens que les structures d'appui que nous avons, comme le FODAC, l'Agence guinéenne du spectacle et le Centre international de la percussion, il y a eu des grandes réformes, d'abord structurelles, ensuite fonctionnelles, mais surtout nous avons intégré le volet ICC, c'est-à-dire industrie culturelle et créative, parce que nous avons compris qu'aujourd'hui la chose culturelle n'est pas que culturelle. S'il y a une combinaison entre culture, tourisme et artisanat, c'est que nous sommes en plein là, nous sommes dans les industries culturelles et créatives. Donc nous ne considérons pas que la danse ou la chanson, comme on a tout le temps fait ici. Pour nous, la culture est aussi vaste. Donc, on s'attaque au patrimoine. Nous avons déjà validé et nous avons fait la vulgarisation des textes qui existaient pour la protection et la valorisation du patrimoine. Ce qui nous a conduit à aller à l'intérieur du pays, inventorier. Nous avons essayé de relancer la liste pour inscrire nos biens. Nous avons fait venir des experts. Nous avons créé, toujours au niveau de la culture, une direction, une agence nationale pour les industries culturelles, qui va avoir bientôt son directeur et son adjoint, qui vont travailler sur les arts urbains et qui vont travailler aussi sur les créations en matière d'œuvres d'art. Cette agence-là va nous permettre de mobiliser des ressources à l'extérieur pour financer le secteur de la mode, du design, du textile, du cinéma. C'est important parce que c'est des métiers porteurs. Il y a tout un écosystème entrepreneurial qu'il faut considérer avec les différents segments. On ne peut pas dire que pour le cinéma, il faut juste faire le film. On dira que pour le cinéma, il faut des cadreurs, il faut des preneurs de son, il faut des ingénieurs de son, il faut des monteurs. Tout cela constitue des segments de métiers. Donc, au niveau des industries culturelles, nous avons pris en compte tout cela et nous allons développer au fur et à mesure. Il y a d'ailleurs un grand programme, un vaste programme qui est accompagné par le PNUD qui s'appelle le PASEC, programme d'appui au secteur de la culture, qui a un ensemble d'activités, un ensemble de projets qui va nous permettre de casser à zéro près, de réellement développer la culture, mais avec les collectivités locales. Maintenant, nous avons aussi pensé à ces ensembles nationaux. Voilà, BBA Jazz, ensemble instrumental. Donc, nous avons pensé qu'il faut non seulement les restructurer, mais aussi trouver des subventions pour qu'ils puissent fonctionner. Peut-être pas comme ils étaient des artistes du peuple avant, mais au moins qu'ils existent. Parce que pour nous, ça constitue un patrimoine. Si aujourd'hui, on nous dit que la jeunesse ne se retrouve pas, que les jeunes imitent les rythmes venus d'ailleurs, c'est en partie parce qu'on a laissé tout cela derrière. Donc pour nous, il est question de les reprendre en charge. Au moment où je vous parle, il y a une équipe, une commission qui est mise en place, qui travaille actuellement à Yorkobia pour sortir une stratégie de gestion rationnelle de ces ensembles. Nous avons fait venir 2 experts de la France, un qui est directeur de l'agence événementielle Numétis, MAC, qui travaille avec la Guinée depuis 1992, qui a fait partie de la plupart des artistes. Même moi, à l'époque,
c'est cette société-là qui m'a fait tourner en Europe. Il y a un autre qui est le créateur du circuit Baobab. Tous ces gens-là se retrouvent à Yopougon actuellement. On a fait partir aussi des consultants connus ici comme Maka Traoré ou Moussa Baez et d'autres structures fêtières des arts et de la culture pour nous faire une proposition de stratégie globale pour la gestion de ces ensembles. Pour nous, c'est très important et il fallait le souligner parce que ça fait partie des chantiers, du vaste chantier que nous sommes en train de défricher. J'avais oublié aussi, il y a une loi portant sur la protection des œuvres. Le décret est sorti au temps d'Alpha Condé, mais le décret d'application n'était pas sorti. Donc ça faisait qu'une loi importante était là pour protéger les œuvres et rémunérer les artistes à la hauteur de leur travail, mais ça ne pouvait pas s'appliquer. Donc nous avons travaillé en arrivant sur un décret d'application de cette loi, je crois que c'est en 2018. Finalement, nous avons pu travailler non seulement sur le décret d'application, mais aussi sur l'ensemble des arrêtés d'application. Des arrêtés que je signale ici et des arrêtés aussi tripartites avec les finances, mon département et le budget. Cela a abouti à un accord avec la douane. Un accent particulier a été mis sur la copie privée et les droits voisins, qui fait qu'aujourd'hui, tous ces appareils que vous utilisez, tout ce qui porte des sons, tout ce qui porte des vidéos, sont taxés à la douane à hauteur de 10%. Cette manne financière-là, 10% reviennent à la douane et 90% au compte des artistes, mettant un peu dans le fond le FODAC. Depuis le mois de juin, je peux estimer plus de 700 millions qui sont rentrés au compte de la copie privée. Il n'y a pas que la copie privée pour les audios ou les vidéos, il y a aussi la copie privée pour la reprographie, c'est-à-dire les éditeurs, les écrivains. Avant, c'était l'injustice, c'était très injuste que de faire des photocopies de leurs livres sans qu'ils ne perçoivent quoi que ce soit. Aujourd'hui, toutes les imprimantes, tous les scanners, tout ce qui participe à la reprographie, c'est taxé à hauteur de 5%. Et c'est versé automatiquement au BGDA. Ce qui fait qu'eux aussi commencent à percevoir. Et un certain nombre de lois que nous avons soumis aussi, y compris la copie, le dépôt légal pour ce qui est des livres, etc. etc. Donc, c'est un chantier très vaste. Que de belles initiatives, Monsieur le ministre. Alors, dites-nous, quelle politique préconisez-vous dans le cadre de la valorisation du textile guinéen hors de nos frontières? Alors, cela a commencé par un état de lieu. Quand nous sommes venus, nous avons trouvé quand même que c'était pas zéro. Il y avait quand même quelque chose. Le niveau était un peu là. Donc, nous avons commencé par réaménager les centres d'exposition artisanale qui sont à l'intérieur du pays. Il y en a un peu partout dans les régions. Ces centres-là permettent aux artisans d'abord de venir vendre ce qu'ils ont, mais aussi de nouer des contacts et de se perfectionner. Malheureusement, ces centres étaient abandonnés. Donc nous avons instruit à l'ONPA, l'Office national pour la promotion de l'artisanat, de réinvestir dans ces centres, non seulement pour leur rééquipement, mais aussi la formation du personnel. Donc aujourd'hui, que ce soit à Bouquet, que ce soit à Cancan, à Zéloué, ces centres-là ont repris les activités. Et nous ne sommes pas arrêtés là, nous sommes allés aussi réveiller des vieux projets de villages touristiques, villages artisanaux. Aujourd'hui, dans les 4 régions naturelles, les travaux de village, de construction de villages artisanaux ont repris. Certains sont jusqu'à plus de 50% de taux de réalisation, notamment celui du village de Labé. Vous en avez aussi à Bouquet, vous en avez à Farana, vous en avez à Cancan. Il y a un village aussi artisanal à Kindia qui est en construction. Donc tout cela concourt à consolider et surtout à booster le secteur. Et puis nous avons, sur le plan de la diplomatie, renoué contact avec le Burkina. Nous avons consolidé les contacts avec le Bénin, le Mali, ce qui fait que nous sommes à toutes les rencontres. Nous sommes allés à Siao, nous sommes allés à FESPACO pour la culture, le cinéma, et nous participons non seulement à des expositions là-bas, mais nous faisons participer à des expositions ici. D'ailleurs, l'un des événements majeurs de cette année, ça va être le CITA, le Salon international du textile africain, qui est à sa 9e édition, je crois, et qui va accueillir une trentaine de pays. C'est un événement international africain et ces gens-là vont défiler. Donc tout cela, nous pouvons à booster le secteur. Nous avons fait le code de l'artisanat. Nous allons maintenant vers la chambre de métier et de l'artisanat. Donc tout cela
renforce un peu et pousse le secteur de l'artisanat. D'ailleurs, vous voyez que tout le monde est fier aujourd'hui de porter le textile guinéen. Le gouvernement aussi s'est mêlé, le conseil des ministres, etc. Monsieur le ministre, notre pays, la Guinée, regorge de nombreux sites touristiques, véritable facteur de croissance économique pour une nation. Alors dites-nous, qu'en est-il de leur restauration pour la mise en valeur? Ça a déjà commencé. L'action pilote, c'est le bois de la mariée, qui aujourd'hui a un taux d'exécution physique de 15%. Ce site est vraiment un site de valeur pour nous parce que malgré son état délabré avant qu'on reprenne les travaux là-bas, tous les touristes français, américains, anglais, en fait tout ce qui est européen et américain, quand ils venaient en Guinée, ils demandaient d'abord le bois de la mariée. Ça veut dire que c'est un site qui a de l'existence. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a marqué les esprits. Donc depuis la fin de la Révolution 1984 jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu de travail de restauration ou de réhabilitation sérieux au bois de la mariée. Alors que je pense qu'au niveau écotouristique, qui est d'ailleurs la vocation touristique de la Guinée, au niveau écotourisme, c'est l'un des plus beaux sites de la Guinée, je dirais même africain. Donc il y a le bois de la mariée qui a repris. Nous avons signé une convention avec l'actuel occupant comment dirais-je, de l'hôtel de l'Abbé, l'hôtel du tourisme pour la restauration, c'est en cours. Nous avons signé une convention avec l'actuel occupant de l'hôtel Nimba à Zélékoré qui est en cours. Nous avons des études sur les sites touristiques, les sites négriers de Faregna, de Mia, de Rabofa, pour la relance des activités, mais aussi la réhabilitation de ces sites-là. Notre partenaire Enabel nous suit là-dessus. Et il y a ça là, au Fouta, Tenkiso, etc. Donc les projets sont en cours, certaines études sont faites, certains appels d'offres sont en cours pour relancer toutes ces activités, y compris la Souba, la cascade de la Souba, de Brika. D'accord. Aimables téléspectateurs, vous êtes toujours dans votre émission Oroya Politique qui reçoit aujourd'hui pour vous comme invité Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Monsieur Alpha Souma. Il est donc notre invité dans cette émission. Monsieur le ministre, l'espoir d'abord, peut-on savoir où sommes-nous avec le dossier concernant la suspension de l'activité au sein de l'Organisation mondiale du tourisme? Est-ce que cette suspension ne va-t-elle pas avoir des impacts négatifs sur l'image du branding à l'international? Alors, il faut revenir sur une certaine précision. J'ai entendu dire par certains médias que la Guinée s'est retirée de l'Organisation mondiale du tourisme. Donc, vous l'avez bien dit, la Guinée est suspendue. Oui. Mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Depuis 1998, la Guinée ne cotise pas à l'Organisation mondiale du tourisme. 1998. Alors, comme nous sommes arrivés le 7 septembre, dès que j'ai pris fonction, nous sommes penchés sur la cotisation de la Guinée à cette organisation. L'avant-dernière édition, l'avant-dernière rencontre en Espagne, j'ai tenu à y aller malgré le fait qu'on ne cotisait pas pour rassurer nos partenaires que la Guinée est encore dans le Conseil des Nations. Quand je suis allé, j'ai un peu forcé la main, j'ai pris parole, j'ai planté le décor, les nouvelles autorités, leur volonté, etc. Et on nous a rassuré qu'ils vont faire attention à notre cas, ils vont réanalyser. Ce n'était pas encore la suspension. Depuis un certain temps, effectivement, nous avons été suspendus parce que nous ne payons pas normalement les cotisations. En fait, nous avions fait une proposition d'échelonner le paiement. Au départ, nous étions à 400 000 euros de crédit, de cotisations non payées. Après avoir fait la proposition d'échelonnement qu'ils ont validée, à un moment donné, nous avons payé à peu près 19 000 euros à travers l'affaire étrangère et 27 000 euros à travers l'Office national du tourisme. Mais il faut savoir que c'est les affaires étrangères qui payent les cotisations. Ce n'est pas les ministères sectoriels. C'est les affaires étrangères qui gèrent toutes les cotisations à l'international. Mais il y a tellement de dossiers en retard. Il n'y a pas que nous. La plupart des départements sont concernés, que ce soit le plan, que ce soit l'enseignement technique, l'enseignement professionnel, l'enseignement supérieur. Beaucoup de départements restent de voir depuis de nombreuses années. Et donc, des programmes de cotisation ont été élaborés. Au fur et à mesure, les paiements vont se faire. Donc, quand il y a un retard dans le département, forcément, vous êtes suspendu le temps de renégocier le modalité de paiement. Par contre, vous avez parfaitement raison de dire,
quel impact peut avoir cette suspension. D'abord, nous efforçons d'aller très vite pour le remboursement. Donc, les négociations sont en cours au niveau des affaires étrangères. Mais de notre côté, nous essayons de continuer sur les projets sur lesquels nous avons travaillé avec l'Organisation mondiale du tourisme. Nous affinons les projets. Il est vrai qu'à un moment donné, on sera un peu coincé parce qu'il y a le programme de booster les compétences au niveau du secteur du tourisme, de formation. Il y a des stratégies à mettre en place qu'on devrait élaborer avec l'aide de l'Organisation mondiale du tourisme. Donc, nous allons faire la part de choses, travailler sur ce que nous pouvons faire tout seuls, et puis le reste, le temps de régler ces paiements-là, ça va se décoincer tout seul. Mais cela n'a aucun impact sur les activités de promotion touristique et sur les contacts que nous avons fait. Alors, monsieur le ministre, la dernière question, la toute dernière d'ailleurs, à date, que prévoit le ministère en termes de projets pour les artistes afin qu'ils puissent vivre de leurs œuvres, mais également les artisans aussi de pouvoir écouler leurs produits ici et participer dans les grands festivals à l'échelle internationale? Alors, pour les artistes, c'est très simple. Je viens de parler des droits d'auteur. Vous savez, quels que soient les moyens que vous mettez à la disposition d'un artiste, s'il ne vit pas de ses œuvres, il va s'en dire qu'il ne vit pas. C'est-à-dire, même après qu'il ne soit plus là dans ce monde, les droits continuent à être payés à sa famille, aux ayants droit. Donc, pour nous, la meilleure façon, c'est de réguler ce secteur. Et aujourd'hui, le BGDA est en pleine restructuration. En plus de la copie privée, il y a d'autres droits qui viennent se rajouter. Vous savez, cette histoire de loi sur la protection des œuvres littéraires et artistiques est très étendue. Il n'y a pas que la copie privée. Que ce soit les stations d'essence, que ce soit dans les avions, que ce soit dans les véhicules, que ce soit n'importe où, partout la musique est diffusée. Il y a des droits à payer. Les radios privées, les télés privées, les chaînes câblées doivent payer les droits. Donc nous sommes sur la vulgarisation et la sensibilisation. D'ici 2 mois ou 3 mois, toutes ces entités-là paieront. Donc cela va renflouer les caisses et il y a des droits qui sont distribués de façon équitable. Et tout cela permet aux artistes. Mais il y a aussi l'assurance que nous sommes en train de réactiver pour les artistes pour qu'on arrête un peu ce système d'assistanat. À chaque fois qu'un artiste est malade, on appelle le ministre, votre artiste est malade. Alors que quand un pêcheur ou un piroguier est malade, on n'appelle pas le ministre de la Pêche, ou quand un minier est malade, on n'appelle pas le ministre des Mines. Je veux dire, aujourd'hui, l'art, la culture, c'est des activités libérales. Les artistes, quand ils gagnent l'argent sur les scènes, ils vont construire leur maison, ils achètent leur véhicule, ils ne reversent pas à l'État. Donc, ils sont des privés. Et maintenant, il faut les apprendre à fonctionner de façon normale. C'est pour ça que nous sommes en train de restructurer justement les ensembles nationaux. Et puis, petit à petit, il y a des projets qui viendront s'ajouter pour l'art urbain, former des jeunes à la gestion de groupes, etc., et à chercher des contrats ailleurs. Maintenant, au niveau de l'artisanat, la plus grande façon d'aider les artisans, surtout locaux, c'est de certifier ce qu'ils font. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous portons des vêtements, du textile guinéen, mais beaucoup ne sont pas certifiés. Ce que je porte là, c'est un tissu fabriqué en Guinée, la culture est faite en Guinée, on peut dire que c'est 100% guinéen. Maintenant, il y a des tissus que nous avons ici, ou des motifs que nous avons ici, qui sont reproduits ailleurs, comme en Chine, et ça débarque sur notre marché. Donc, nous avons sorti déjà un communiqué pour arrêter cela avec la ministre du Commerce. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle Freyaré et tout ça, ça a tendance à disparaître. Maintenant, il y a la labellisation. Nous avons un programme de labellisation du LEPI. Ce n'est qu'un début. Au fur et à mesure, nous allons labelliser le tissu, le textile que nous avons ici. Et les usines aussi vont s'installer pour répondre à la demande. Maintenant, toujours au niveau de l'artisanat, c'est de renforcer les fêtières pour qu'ils travaillent en synergie avec la direction et l'Office national pour la promotion de l'artisanat. Parce que les demandes sont fortes, il faut qualifier les artisans, il faut amener à faire des produits finis. Et quand je dis finis, c'est de très bonne finition, comme le font les Sénégalais, comme le font les Burkinabés. Et tout cela est en cours. Alors, monsieur le ministre, ça n'est pratiquement fini pour cette émission. Si vous avez un dernier message, la caméra est à vous. Moi, je tiens à remercier quand même l'artisan de tout cela, c'est-à-dire le président de la République, le chef de l'État, parce que quand il a commencé à passer nos décrets, tout de suite les gens ont dit « Ah, il y a un changement dans ces 3 secteurs-là ». Il est vrai que sans lui, rien de tout cela ne pouvait arriver. Donc, je remercie sincèrement le président de la République, qui lui-même s'est prêté au jeu en arborant fièrement le textile guinéen tous les jeudis. Il a donné le ton et il aide beaucoup les artistes.
Il fait passer tout ce qu'on propose quand ça va dans l'intérêt de la nation. Et ça, c'est très important, parce que c'est la première fois que ça se fait quand même, et de façon récurrente. Je remercie aussi les membres du gouvernement qui sont aussi prêtés au jeu, qui ont accepté de valoriser le textile guinéen, mais qui, au cours des communications, soutiennent l'art, soutiennent la culture, soutiennent le tourisme. Je remercie l'équipe branding qui nous a mis au cœur du branding guinéen, parce que l'Office du tourisme est un acteur majeur dans tout cela. Et puis, je remercie aussi le peuple de Guinée qui a eu confiance au colonel et qui aujourd'hui adhère à ces idéaux. Je pense que la Guinée est sur de bonnes rails. Merci à vous aussi, Julien. Merci, monsieur le ministre. Aimables téléspectateurs, ainsi s'achève votre émission Royal Politique. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité, mais d'ici là, continuez à vous abonner sur l'ensemble de nos différentes plateformes digitales. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée et vous souhaite bonsoir.